je vais te lancer. Mais ça y est, je suis lancée. Mais non, mais elle est lancée, mais on va attendre qu'ils arrivent. Alors, qui fait quoi? Voilà. Et qui peut faire quoi? Et qui ne peut pas faire quoi? C'est ça la question. Exactement. Donc, on a différentes aides au sein de nos cabinets. On a des orthoptistes, des infirmières, des opticiens et des assistants médicaux. Tout ça, ce sont des personnes avec qui on peut travailler, aider. Historiquement, on avait les orthoptistes. Eux, ils peuvent tout faire. L'acuité, les examens complémentaires, les champs visuels, les bilans orthoptiques. On peut mettre en place des protocoles de coopération, RNO, RNM, des protocoles organisationnels en interne. Et quand on n'est pas là, ils peuvent aussi faire du dépistage d'enfants. Donc ça, on a vu un peu ce matin. Hein. Dépistage de l'amblyopie, il faut regarder les âges, etc. Et c'est très pratique et on aime beaucoup travailler avec les orthoptistes. L'avantage, c'est qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent travailler pendant qu'on est au bloc, faire du RNO, des dépistages, des champs visuels en cotation AMY. Et on peut coter des actes AMY8, même si moi, je conseille d'éviter de le faire. L'inconvénient, c'est qu'on a été confronté à des grosses difficultés de recrutement, quoi qu'en disent les orthoptistes. Je passe une annonce pour une recherche d'orthoptie sur orthoptie.net, j'ai 0 réponse là où je suis. Je passe une annonce pour une infirmière, et j'ai 15 réponses. Voilà. Et puis il y a eu cette espèce de flambée des salaires pour des Bac+3, avec une formation qui est moins sélective qu'avant. Ils n'ont pas aussi le côté soignant des infirmiers, parce que ce n'est pas la même formation. Donc, le fait d'avoir une pénurie d'orthoptistes, avec des prétentions salariales parfois un peu délirantes, a fait qu'on s'est tourné vers d'autres options. Nous, on aime beaucoup travailler avec les infirmières. Les infirmières, elles ont un décret qui permet pas mal de choses. Elles peuvent faire l'acuité visuelle, la réfraction, elles peuvent faire les examens complémentaires, elles peuvent faire les champs visuels, elles peuvent nous aider au bloc opératoire, elles peuvent nous aider pour les IVT. Elles savent très bien gérer aussi tout ce qui est consommable et stock. Elles sont sensibles à l'hygiène, elles peuvent gérer la sté. Quand un patient fait un gros malaise vagal, maintenant, c'est plus nous qui gérons, c'est nos infirmières, elles font ça très très bien. Et elles peuvent aussi faire de l'éducation à la santé. Il y a une grosse facilité de recrutement. Quand vous recevez 15 CV, vous avez le choix. Donc vous pouvez choisir une infirmière qui vous paraît avoir été... Enfin, par exemple, nous, on prend souvent celles qui ont bossé aux urgences ou en réa, qui ont été habituées à des rythmes d'activité soutenus. Elles adorent le travail en équipe, elles le connaissent, elles ont l'habitude de travailler avec des médecins. Elles ont le côté soignant, elles connaissent du coup les pathologies, elles connaissent les médicaments, elles sont très empathiques, ce qui fait qu'avec les enfants ou les patients âgés, ça se passe très très bien. Et elles peuvent aider pour les IVT le bloc, et puis comme je vous disais, elles peuvent être référentes hygiène, gérer la sté, etc. Donc des inconvénients, moi à travailler avec l'infirmière, j'en vois pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Il faut juste faire attention au passage public-privé, parce que l'arrêt de travail est plus courant dans le public. Et par contre, il y a un grand temps de formation pour la réfraction. En gros, une infirmière, il faut 4 mois pour la former en réfraction. Par contre, vous l'avez formée en réfraction, vous avez semé sur un terrain neutre. Donc elle va faire la réfraction comme vous avez envie qu'elle la fasse. Et c'est assez appréciable. Par contre, elles ne peuvent pas intervenir en autonomie comme les orthoptistes peuvent le faire pour des bilans orthoptiques ou les enfants du dépistage. On a aussi l'habitude de travailler avec des opticiens. Alors, qu'est-ce que peuvent faire légalement les opticiens ? Ils peuvent faire la réfraction, l'acuité visuelle. Ils peuvent aussi gérer les commandes et les stocks de lentilles. Ça, ils savent faire très bien parce qu'ils le font en magasin. Ils peuvent aussi apprendre à manipuler les lentilles, les poser, les retirer, les entretenir. Voilà. Les avantages, c'est pareil, c'est que quand on passe une annonce pour un opticien, on a pas mal de réponses et on peut choisir. Le gros avantage, c'est qu'ils sont formés en réfraction, mais pas en réfraction comme forcément vous aimez, parce qu'ils ont été formés en réfraction avant. Ils ont une connaissance des différents verres, ce qui permet de gérer les problèmes aussi parfois avec les opticiens. Quand le patient revient, on vous dit « je vois rien dans mes lunettes », alors vous n'avez pas trop modifié la correction, lui, il va regarder, il va dire problème de centrage, blabla, etc. Ou que ce n'est pas la même gamme de verres. En tout cas, ce n'est plus vous qui gérez le problème, c'est votre opticien. Ils ont une grande soif d'apprendre. La plupart de ceux qui quittent les magasins d'optique, c'est qu'ils ne veulent plus faire du commerce, ils veulent apprendre un peu et voir plus de patients. Oui, et puis du coup, ils gèrent les problèmes avec les opticiens. Après, ils sont limités dans la réalisation des examens. Alors, il y en a certains maintenant qui passent la formation d'assistant médical pour pouvoir élargir leurs compétences. Et puis, il faut faire aussi attention, une réfraction en magasin, c'est plutôt 20 minutes.
Une réfraction en cabinet, c'est plutôt 3-4 minutes. Donc il faut garder la fiabilité en accélérant. Alors les assistants médicaux, bon, alors ça varie toujours un petit peu, donc j'espère que je ne me tromperai pas. Ils peuvent faire toutes les tâches administratives. Il y en a beaucoup qui utilisent des assistants médicaux comme Secrétaire Plus et Presse-Bouton. Leur mission en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation, c'est assez vaste. Ils peuvent faire des examens automatisés sans contact, sous la responsabilité du médecin. Ils peuvent pareil, gérer l'hygiène et la ST. Et il n'y a pas de définition des actes, c'est en cours de clarification. Donc l'avantage, pareil, c'est qu'il y a une grosse facilité de recrutement, donc de choix possible. Donc on peut choisir la personne qui nous paraît avoir des valeurs communes. L'éventail de compétences est assez large, mais à confirmer, parce qu'il y a toujours une espèce de petit vague. Et ils peuvent faire de l'administratif, ce qui fait que vous pouvez l'avoir en presse-bouton, mais si vous avez besoin d'une secrétaire en plus, il peut partir au secrétariat, faire l'aide au secrétariat. L'inconvénient, c'est que la formation théorique est longue. Si vous prenez quelqu'un de lambda, ça va être 384 heures. On n'a pas, en tout cas moi pour l'instant, si je passe une annonce assistant médical, je n'ai pas quelqu'un qui a déjà fait la formation. J'emploie quelqu'un et je vais lui faire la formation. Pour les infirmières ou les aides-soignants, la formation elle est réduite à 112 heures. Et le temps de formation pratique, je ne parle pas de la formation d'assistant médical en soi, je parle de la formation pratique au cabinet, pareil, est assez longue parce qu'il va falloir les former. Ce n'est pas leur cœur de métier du tout. Et on ne peut pas les laisser intervenir en autonomie, ce qui peut être un inconvénient comme un avantage pour éviter qu'ils aient plus d'envie. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mixer les équipes, parce qu'on peut prendre le meilleur de chacun. Les orthoptistes, on a l'habitude de travailler avec eux. Tout ce qui est bilan orthoptique, protocole de délégation, tout ça, ça permet parfois de se décharger. Les infirmières, c'est un bonheur de travailler avec, parce qu'elles peuvent en plus être instrumentistes. Et puis, elles ont ce côté soignant que moi, j'adore. Les opticiens, ils sont meilleurs en réfraction. Ils peuvent tous gérer ce qui est problème de lentilles. Ils peuvent aussi, ils ont l'habitude de faire de l'administratif aussi. Et les assistants médicaux, vous pouvez, c'est un peu le couteau suisse, vous le mettez au secrétariat ou en assistant en fonction de vos besoins. Voilà, voilà. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir déléguer pour gagner du temps médical. C'est vrai que moi, quand je vois les médecins généralistes qui n'ont pas de secrétaire, qui rédigent tout, qui appellent, blablabla, voilà, c'est pas notre valeur ajoutée. Optimiser son matériel, ça c'est possible aussi avec des postes de mesure dédiés. Quand je dis presse-bouton, ça fait un peu, c'est pas pour abaisser quoi que ce soit, c'est que vraiment nous on a des postes de mesure. Ça permet de mutualiser les examens complémentaires et de les optimiser. Comme ça, le médecin il se consacre à son métier, à sa stratégie et il délègue ce qu'il veut. Voilà, voilà. Là-dessus. Des questions ? Mais pas chez moi. Je peux me permettre. Thierry. Si une autre remarque, les temps de formation ont été revus. Actuellement, c'est 279 heures pour les assistants médicaux et pas 384. D'accord. Depuis 1 an et demi. Et pour la FAE, donc pour les infirmières, c'est 86 heures. Ah, c'est une bonne nouvelle. L'aide, donc la chance maladie, a été valorisée avec la convention médicale 2028. Oui, mais ça, c'était secteur 2 Optam ou secteur 1 ? Ouais. C'est le principal avantage en fait de l'Optam actuellement. Oui, le principal avantage de l'Optam, c'est d'avoir l'assistant médical dont la formation est payée un peu par la Sécu. D'autres questions ? Il y a des formations à réfraction pour les infirmières ? Je crois que le SNOF a mis en place, c'est bien parce que c'est Véronique qui s'occupe de ça, elle n'est pas là, mais il y a une formation qui a été mise en place par le SNOF. Après, nous... oui, c'est une formation globale, c'est d'ophtalmologie. Ouais. Après, la réfraction, non, c'est un peu toi qui t'y colle, ou ton orthoptiste, ou la meilleure personne en réfraction dans tes assistants. Moi, je sais qu'actuellement, ma deuxième meilleure en réfraction, c'est une infirmière. Parce qu'en plus, elle fait comme je veux. Alors, chez nous, les assistants médicaux, ce sont des anciennes infirmières ou aides-soignantes. Mais ça peut être une secrétaire médicale. Là, par exemple, on a une secrétaire médicale qui est vraiment très douée et qui est motivée, qui était en plus une aide-soignante avant. Et elle, on pense qu'on va la passer assistant médical parce qu'elle a la volonté de le faire. Et franchement, elle le mérite.
Parce que elle est brillante et elle s'en sort très très bien. Donc elle, je pense qu'en plus, du coup, si elle a déjà fait secrétaire médicale et aide-soignant, on n'a même pas besoin de faire la formation, du coup. D'accord. Bon. Si elle est secrétaire médicale, le diplôme Oui, oui, oui. vous avez l'équivalence horaire, vous pouvez faire une formation. Il y a moins d'heures aussi. 180 heures, le cours. D'accord, ok. Bravo. C'est tout bon? Au niveau des formations, vous lisez tous la revue du SNOF, je présume. Il y a des pubs organisées par le SNOF. Il y a des pubs, sur les formations organisées par le SNOF qui sont gratuites, bien souvent, pour les adhérents du SNOF. Il y a une formation, soit vous faites une formation d'assistant médical, il y a les 300 heures et tout ça. Là, le SNOF n'intervient pas. C'est des formations généralistes. Que vous soyez assistant médical en gastro-entérologie ou en ophtalmologie, c'est la même formation, ces 300 heures. C'est un tronc commun, on va dire. Et après, le SNOF, lui, organise un module pour ces gens-là, spécialisé en ophtalmologie. Et là où ça se complique, c'est que ce module spécialisé en ophtalmologie peut être fait aussi par n'importe qui, même qui n'a pas fait les 300 heures. Si vous avez une infirmière qui veut se mettre au point un peu en ophtalmo, vous pouvez l'inscrire à ces formations-là. Ai-je été clair? C'est pas... Non, mais bon. C'est très bien expliqué dans les revues. Dans chaque revue, il y a une page où il y a tout ça. Alors maintenant, nous allons passer... Il nous arrive de loin. Il est à peine remis du décalage. Max Gérard, de Cayenne, va nous présenter, si ça marche. La création de la fonction d'assistant médical vise à libérer du temps médical en déchargeant les médecins des tâches administratives, mais aussi en apportant une aide à la préparation des patients et des soins. Le SNOF a porté cette innovation depuis le début des années 2000, avant que les pouvoirs publics ne s'en saisissent en 2018 et réalisent les dispositions réglementaires en 2019. Mais quelles sont les missions qui peuvent être déléguées à l'assistant médical ? Le champ d'intervention de l'assistant médical fait l'objet d'interprétations discordantes. L'avenant numéro 7 de juin 2019 à la Convention médicale précise que les missions confiées à l'assistant médical sont fixées par l'employeur. La limite de ces missions sont les missions propres des autres professionnels de santé. Ainsi, on peut retenir que l'assistant médical ne peut réaliser aucun acte médico-technique hormis les prises de constante. Dans la réalité des cabinets, les assistants médicaux peuvent néanmoins se voir confier des tâches qui dépassent ce cadre réglementaire français étriqué. En effet, dans les pays étrangers, y compris européens, les assistants médicaux réalisent des actes qui sont en France de la compétence des paramédicaux ou des médecins. La mission IGAS de juin 2023 est d'ailleurs favorable à un élargissement du périmètre d'activité médico-technique des assistants médicaux. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je prends votre pièce d'identité. Merci. Les fonctions de secrétariat sont les missions évidentes de l'assistante médicale. Ainsi, la prise de rendez-vous est la première mission que le médecin va confier à son assistante. Ce n'est pas si évident car il faut tenir compte de l'urgence de la consultation, du temps nécessaire et de l'organisation du cabinet. Il est conseillé d'écrire une procédure pour cette mission car c'est la porte d'entrée du cabinet. L'assistante médicale va également accueillir le patient et devoir gérer la salle d'attente. L'assistante médicale peut procéder à l'administration de colir sous couvert d'une procédure signée par le médecin. Je vais prendre les ordonnances et la carte vitale. L'assistante médicale va réaliser la facturation de l'acte par télétransmission. Là encore, ce n'est pas si simple, car il faut tenir compte de la situation du patient. Assuré social, C2S, AME.
et de la nécessité de récupérer les documents nécessaires en cas de réalisation de procédures dégradées. Attention, si la facturation peut être déléguée à l'assistante médicale, la cotation doit être faite par le médecin. La formation obtenue via le CQP d'assistante médicale va bien au-delà de l'accueil et de la prise en charge administrative du patient. Le CQP d'assistante médicale fait acquérir des connaissances dans 3 domaines supplémentaires. Suivi du parcours de santé du patient, assistance opérationnelle du praticien, hygiène et qualité. C'est ainsi que le médecin pourra déléguer à son assistante la réalisation de la programmation opératoire, mais aussi le dossier opératoire avec la vérification de toutes les pièces nécessaires et le suivi des étapes de constitution du dossier. L'assistante peut également réaliser toutes les prises de mesures biométriques et photographiques, à condition que ces examens soient non vulnérants. En aucun cas, l'assistante ne doit émettre une quelconque interprétation de ces examens. Oui, le docteur m'a dit que je devrais faire du laser. J'aimerais avoir quelques renseignements, quelques informations. J'ai appris que le laser détruisait les cellules rétiniennes. Et si les cellules sont détruites, je vais perdre la vue. J'aimerais savoir jusqu'où ça peut aller. Par contre, à condition d'avoir validé une formation d'éducation thérapeutique de 42 heures, l'assistante médicale peut réaliser l'accompagnement thérapeutique du patient. Cela ne peut s'envisager qu'avec une procédure écrite accompagnée de supports pédagogiques permettant une interaction avec le patient. Explicative concernant le laser. Merci. Et j'insiste bien sur le fait qu'il faut traiter d'abord les yeux avant de traiter votre diabète. L'assistante médicale peut être une aide importante dans la gestion des stocks, notamment des médicaments et dispositifs médicaux. Là encore, ce n'est pas si simple car il faut gérer le réassort en fonction de la date de péremption, des volumes d'utilisation mais aussi de délais d'approvisionnement. Un autre élément fondamental des soins qui peut être confié à l'assistante médicale est l'hygiène du cabinet. Le CQP d'assistant médical comporte en effet un module de gestion des risques contaminants. Le niveau de compétence exigé à l'issue de cette formation ne se limite pas à la simple exécution des gestes d'hygiène, mais va jusqu'à la rédaction de protocoles d'hygiène. L'hygiène, souvent mal maîtrisée par les médecins, comporte de nombreuses missions allant de la vérification de l'entretien des salles à la stérilisation des instruments. Ces missions peuvent s'étendre jusqu'à la réalisation d'actes d'hygiène au sein d'un bloc opératoire. Et surtout, les compétences acquises par l'assistante médicale lui permettent de corriger les comportements qui mettent en danger l'hygiène. Le module hygiène du CQP d'assistante médicale est associé à un volet qualité. La culture qualité des assistantes médicales est cardinale pour que les cabinets médicaux comme les établissements de soins rentrent dans l'amélioration continue de la qualité des soins. Enfin, le CQP d'assistante médicale comporte l'attestation d'une formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 1. C'est ainsi que l'assistante médicale pourra être une aide précieuse à la gestion d'une urgence imprévue survenant au cabinet. J'ai pris des selles pour montrer que j'étais vachement bon. Attends, recommence. Recommence.